Bonjour à tous, je suis Marjorie Elena, chargée de communication chez ADDL et je vous souhaite la bienvenue du coup à ce webinaire sur ANSYS Fluent face aux enjeux environnementaux. Il vous sera présenté par Gildas Voulou, un ingénieur mécanique des fluides chez ADDL aussi. Pour vous parler rapidement de qui est ADDL et qui nous sommes, nous existons depuis presque 30 ans et nous sommes distributeurs des logiciels ANSYS depuis 2001. Nous sommes certifiés d'ailleurs. ANSYS, donc, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la simulation numérique, permettant de prédire des comportements d'éléments dans un environnement plus ou moins complexe. Chez ADDL, nous accompagnons nos clients, qu'ils soient industriels, startups, centres de recherche et nous réalisons des formations certifiées, du support technique et aussi des études pour nos clients. Je vais laisser tout de suite la parole à Gildas pour vous faire la présentation. Merci pour cette présentation de Fluent par rapport aux enjeux environnementaux. Je vais découper sa présentation sur 5-6 parties. D'abord, en fait, sur ce qui est Fluent et la possibilité, en fait, à Fluent d'accéder à peu près tous les secteurs, qui n'est pas cantonné qu'à un seul type de domaine. Parler un petit peu des possibilités en thermique solaire, des petites possibilités qui sont existantes sur les interactions flux-structure. Pareil pour ce qui pourrait être la possibilité de faire des études paramétriques ou des études en multiphasique, ainsi que d'autres possibilités. Toujours dans l'optique des nouveaux enjeux environnementaux ou tout ce qui peut être nouvelle mobilité. Tout d'abord, pour les personnes qui ne connaîtraient pas exactement Fluent, Fluent fait partie de la flotte de modélisation mécanique des fluides chez ANSYS, aux côtés de CFX. Fluent a un avantage principal, c'est de pouvoir faire à la fois le maillage, le calcul et le post-traitement sous une même interface. Donc pas besoin de jongler entre plusieurs interfaces une fois que vous avez créé votre géométrie. Sachant qu'il y a des options aussi que Fluent peut offrir sur la possibilité d'extraire les domaines fluides à partir des volumes solides, de façon à avoir une expérience le plus simplifiée et le plus accessible. Pour ce qui est des domaines d'activité, Fluent ne se cantonne pas à des études aérodynamiques, comme on pourrait avoir l'impression parfois en parlant de logiciels de mécanique des fluides, donc se contenter d'écoulement dans des tuyaux et de l'aéro autour de véhicules. Sur les actions au niveau des nouveaux enjeux, en fait, on peut intervenir sur différents secteurs quand on vient regarder les problèmes d'émissions à effet de serre, des problèmes d'utilisation des ressources. À chaque fois, on va se rendre compte que quasiment tous les secteurs sont concernés. Et en fait, la plupart des secteurs peuvent bénéficier de la simulation numérique. Là, j'ai donné juste un exemple très rapide, par exemple sur les transports routiers, on pourra voir tout de suite sur les poids lourds. Donc en effet, on pourra améliorer poids lourds, trains, tous les modes de transport dans le but de limiter leur consommation par des études aéro. Mais ça peut aller aussi sur l'étude de mobilité plus douce, donc sur le retour un peu au vélo de transport, donc vélo cargo, où est-ce qu'il va falloir faire en sorte de modéliser à la fois la traînée, donc ce sont des données qui sont récupérables par Fluent, mais on va pouvoir aussi, en plus de ça, dimensionner certaines pièces de mobilité du vélo. Alors en étude toujours couplée, donc c'est-à-dire un premier calcul en mécanique des fluides pour récupérer certains efforts et ensuite passer sur de systèmes de calcul. Mais c'est pas seulement ça. Si on regarde au niveau de l'agriculture, si on veut regarder aussi au niveau de l'énergie, on va pouvoir utiliser aussi le solaire. Donc en plus des parties purement fluides, Fluent permet d'avoir des calculs thermiques au niveau du rayonnement. Donc ça, on y reviendra après, du coup, pour faire des suivis sur les impacts justement du rayonnement et comment on peut se servir du rayonnement pour ce qu'on fait. Et on va avoir aussi les possibilités sur d'autres transports. Donc là, j'ai pris les drones parce que c'est des choses qui apparaissent de plus en plus pour aider dans la vie de tous les jours. Parce que certes, il y a de nouveaux enjeux environnementaux, mais on a aussi de nouveaux besoins. Il faut bien faire attention à ce que ces nouveaux besoins respectent les enjeux qu'on se fixe. Donc, pour commencer, je souhaite en fait parler un peu plus de la partie solaire, qui est donc une énergie qui est très présente. On nous parle certes de réchauffement, mais on peut se servir quand même de l'énergie qui nous est apportée pour éviter d'en consommer d'autres. Donc éviter tout ce qui va être énergie fossile, de pouvoir se servir du coup du solaire. Parfois, donc ce qu'on a le plus en tête, c'est transformer cette énergie thermique en une autre énergie, donc mécanique ou électrique, mais on peut très bien essayer juste de la capter et on a des possibilités qui nous sont données
du coup grâce à Fluent pour pouvoir les simuler et pouvoir prendre en compte aussi le positionnement du soleil. Donc là, c'est juste en exemple sur des domaines, ce qu'on pourra arriver, donc on pourra avoir des fours solaires, barbecue solaire aussi qui pourrait rentrer à peu près dans le même principe de fonctionnement. Les serres, où est-ce qu'on va vouloir voir, la répartition de température, donc on pourrait combler ça avec, d'autres types d'échanges thermiques en plus, dont je reviendrai dessus après. On peut avoir aussi les chauffe-eau solaires, donc juste pour principe de récupération de chaleur et on a un avantage avec Fluent, c'est qu'on peut récupérer le positionnement du soleil, parce qu'on a une base de données qui est indiquée dessus. Donc en exemple, je vais juste vous passer alors c'est une animation par-dessus laquelle je vais, venir, commenter sur la mise en données par rapport, du coup, par rapport au soleil. Donc j'ai pris le cas de la serre. Donc sur Fluent, on va avoir plusieurs modèles. Donc sur les modèles disponibles, en fait, là je vous parle de solaire, mais on va avoir plusieurs modèles déjà à prendre en compte par rapport au rayonnement. Donc on aura toute une panoplie de modèles et ça va être le cas sur toutes les physiques qui seront présentes sur Fluent. C'est qu'on n'aura pas juste un modèle présent. On va en avoir plusieurs qui dépendront de ce qu'on va chercher. Là, dans le cas présenté, on a une serre, du coup, on va vouloir faire du suivi de rayon, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir où le rayonnement va impacter et comment il va agir sur nos pièces. Donc c'est pour ça que là, il y a un choix qui est fait sur Monte Carlo, qui est un système du coup plutôt de suivi de rayons. Mais on aurait d'autres options disponibles où est-ce qu'on va plutôt traiter des paquets d'énergie ou des modèles où est-ce qu'on va plutôt regarder les rayonnements entre surfaces. Donc là, on aurait par exemple le modèle S2S qui existe, qui va traiter du rayonnement entre surfaces, mais ne prendra pas en compte les effets d'absorption du milieu, donc limitera, on va dire, l'approche réaliste de la simulation. Sachant qu'à chaque fois, la simulation, le but, ça va être toujours de se porter sur le plus simple à réaliser en termes de temps de calcul et de simplicité de modélisation. Plus on va vouloir se rapprocher de la réalité, plus ça va être complexe et ça demandera plus ou moins de ressources au niveau des machines. Donc ici, quand on choisit là, nos modèles, on va avoir un avantage qui est fourni par Fluent, c'est de pouvoir faire une simulation sur une journée en fait avec les chargements solaires. Donc on va utiliser directement le calculateur solaire intégré dans Fluent pour pouvoir indiquer où est-ce qu'on est, donc longitude, latitude, dans quelle tranche, enfin secteur horaire nous nous trouvons, à quel moment de la journée on est, que ce soit jour, heure, mois, minute. Donc ce sera le début du calcul pour le lancement. Une fois qu'on aura tout mis en place, on pourra lancer le calcul, préciser sur combien de temps on veut, combien de pas de temps, pour pouvoir lancer le calcul et récupérer nos données. Hop. Sachant qu'il y a les choses un peu particulières sur la mise en données, c'est que là, vu qu'on est sur un chargement solaire, quand on va aller regarder sur des conditions limites qu'on va placer, on ne va pas nécessairement venir appliquer des conditions supplémentaires d'un point de vue thermique. Donc on pourrait mettre des effets de convection à l'extérieur, parce qu'on pourrait prendre le milieu extérieur aussi en calcul, mais on ne va pas indiquer de rayonnement supplémentaire, ni de fraction diffuse, parce que ce qui nous intéresse, c'est simplement la partie solaire, donc ce qui est pris tout en bas. Simplement cette partie-là qui va nous intéresser. Et quand on fait ce genre de calcul, vu qu'on peut lancer sur une journée complète, ça nous permet du coup de récupérer, euh, on peut avoir une animation du coup sur le déplacement. Hop, pardon. On peut voir une animation du coup, est-ce qu'on va donc c'est assez rapide, parce que c'est une partie passée assez vite sur 5-6 heures. Du coup, une animation qui nous permet d'avoir l'évolution du rayonnement. Donc on voit au niveau de son déplacement, euh, les impacts du rayon tout au long d'une journée, donc nous permet d'avoir un suivi et de récupérer des résultats sur le fonctionnement d'un objet au soleil pendant toute une journée. Ça, c'est le premier bout d'un point de vue thermique. Maintenant, d'un point de vue thermique, on sait qu'on a aussi, donc, en plus du rayonnement, donc que ce soit, on peut avoir aussi ce genre de calcul, je prends forcément un cas qui correspond à quelque chose qui peut, dans l'imaginaire collectif, s'apparenter plus à l'écologie, mais on a aussi besoin, parce que par exemple pour le verre, on a quand même besoin des fours, donc on pourrait chercher à voir leur fonctionnement, les optimiser. Donc c'est le cas présenté
Dans l'image juste en dessous de rayonnement, c'est un cas où est-ce qu'on a un four, où est-ce qu'on va venir regarder si le rayonnement est correctement réparti, donc optimiser le fonctionnement des matériaux enfin du matériel qu'on a déjà, sans, pour limiter en fait sa consommation d'énergie. On a aussi des cas où est-ce qu'on va avoir besoin de la convection, donc ça c'est aussi une option qui est à prendre en compte, sachant que la convection va demander, en plus des activations thermiques, d'avoir, besoin de prendre en compte soit, heu, une circulation d'air, donc là, c'est plus quand on a des convections dites forcées, donc on peut avoir en exemple un four, par exemple, à l'intérieur, ou bien on va prendre en compte, des effets de gravité pour avoir de la convection naturelle, donc là, c'est ce qu'on viendrait à mettre en place dans la serre. On a aussi, des effets de conduction qui sont possibles sur Fluent. Ça a beau être un logiciel de calcul mécanique des fluides, quand on veut faire une simulation plutôt complète, donc on peut avoir un exemple sur une plaque où est-ce qu'on va avoir 0 degré d'un côté et 100 degrés de l'autre, on a forcément un phénomène de conduction. Donc pour les prendre en compte, Fluent propose plusieurs options. Soit on va modéliser directement le solide, soit on veut juste prendre en compte les conductions en surface, et dans ce cas-là, on peut utiliser des cellules qui sont dites virtuelles, donc pouvoir les mettre en place dessus, et pouvoir du coup assurer cette simulation de la conduction. En fait, avec cet ensemble, ça permet à Fluent d'être assez polyvalent sur ce qu'il s'agit des calculs thermiques, et donc lui permet de pouvoir aller simuler assez facilement et avec pas mal d'aide pour les outils. Tout ce qui va être justement, si on revient sur les chauffe-eau solaires, où est-ce que je reviendrai dessus un peu plus tard, et aussi donc une serre, la capacité d'un bâtiment complet. Donc si jamais il fallait prendre une simulation de maison, voir aussi l'impact des rayonnements dans une pièce, donc pour un chauffage qui va prendre en compte convection, rayonnement et on va dire conduction si on veut réfléchir plutôt à la sécurité, sur le fait de pour atteindre certaines températures, de pas avoir pas trop chauffer. Une autre facette pardon, de la simulation sur Fluent, ça va être des possibilités d'interaction fluide-structure que je vais qualifier plutôt de faibles, mais dans le sens où est-ce qu'on va juste regarder l'impact d'un corps, rigide en mouvement sur le fluide. Ou inversement, récupérer, des données, du fluide pour mettre en mouvement le solide, mais sans avoir à passer, comme dans ce qui est présenté, tout en bas, par, une interaction flux-structure forte, ou est-ce que là, vous devriez, en plus d'utiliser le logiciel de simulation mécanique des fluides, un logiciel à côté? Mais c'est un avantage que va présenter en fait ANSYS, c'est qu'ils vont, enfin, on a un dispositif donc Workbench qui va permettre de faire communiquer toutes les physiques entre elles. Ce qui va nous permettre du coup de récupérer des données d'effort générées par le fluide sur le solide et de les transférer au module de calcul donc statique ou dynamique pour récupérer du coup les efforts et une déformation et ainsi pouvoir boucler sur le calcul. Donc sur les exemples que je présente ici, donc hydrolienne et éolienne, dans un premier temps, on pourrait très bien juste récupérer la mise en mouvement et ce type de calcul peut très bien aussi rejoindre le fonctionnement, mais du coup à l'inverse de ce que peut proposer le drone. Sur le drone, on met en mouvement la pale pour avoir le mouvement du fluide, mais on peut le faire dans les deux sens. Donc, pour ce genre de mise en données, on peut se retrouver là dans le cas comme pour le drone, ça va seulement être des cas particuliers de redécoupage, mais on va avoir des facilités grâce à l'utilisation d'interfaces. Donc là, dans le cas présenté, on est sur une géométrie, il faut considérer un volume de calcul fluide autour qui pour l'instant est caché. Dans ce domaine, on a découpé autour des pales les 4 disques du coup jaunes qu'on a vus, qui nous permettent d'avoir une zone de maillage mobile en utilisant ces 4 disques. Quand on a ces 4 disques, il va falloir aller vérifier, donc dans un premier temps, on va vérifier nous nos interfaces, s'assurer qu'elles soient bien définies, parce que là du coup on a une interface entre 2 domaines fluides, même si on est toujours dans la mécanique des milieux continus dans ce cas-là. Donc il va bien falloir définir le transfert d'informations. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que du coup on va mettre en mouvement ce maillage. Et Fluent propose des options pour les mises en mouvement sur les maillages dynamiques de degré de liberté. Donc on va pouvoir aller préciser sur la mise en données le fait qu'on ait un degré de liberté, là ici, en rotation.
vu qu'on est sur 4 axes de rotation différents, on va définir, nous, 4 degrés de rotation différentes. Donc quand on se trouverait sur le cas de l'éolienne ou de l'hydrolienne, dans ce cas-là, on aurait un axe défini sur lequel ça viendrait tourner, mais on aurait quand même à définir ce premier cas de rotation. La différence entre le cas du drone qui est présenté ici et le cas d'une éolienne, principalement, se portera sur la suite, donc non pas sur cette partie-là en rotation, mais se présentera sur la partie vraiment de mise en mouvement des corps. C'est-à-dire qu'au moment des choix, on va venir choisir chaque domaine de calcul qu'on veut mettre en rotation, et on va venir préciser pour chacun de ces corps en rotation, on choisit donc les degrés de liberté qu'on a définis juste avant, et on va aller préciser la vitesse. Dans le cas d'une éolienne, du coup, la vitesse ne sera pas imposée, mais sera imposée par formule. Il faut savoir que sur Fluent, il est possible d'utiliser des expressions. Donc on pourrait très bien, vu qu'il est possible de récupérer, certes, j'ai déjà parlé de portance et traînée, mais il est aussi possible de récupérer des moments d'inertie. Et un moment qui est fourni par le fluide sur une pièce. De ça, avec les données qu'on aurait matériaux et sur le matériel qu'on utilise, on va pouvoir, via une formule, indiquer une formulation pour obtenir la vitesse, du coup, en fonction de l'effort généré sur le fluide. Donc encore une fois, on reste simplement sur une interaction qu'on va considérer comme non forte, parce qu'on ne va pas avoir une communication directe entre un logiciel de structure qui va créer une déformation, puis un retour. Là, on parle simplement d'une mise en mouvement en considérant qu'on a un corps infiniment rigide. Mais ce qui peut nous donner une première idée, on va dire, sur ce qu'on va récupérer comme puissance ou ce qu'on peut récupérer comme mouvement, et si on est bien placé. Toujours la possibilité, si jamais il y a des besoins, donc là, j'ai pris le cas d'une personne qui aurait sur des parapluies qui pourraient se déformer, donc c'est une possibilité d'interaction fluide-structure, donc regarder la tenue de certains objets, ça peut se faire, aussi bien dans une canalisation, vérifier que la canalisation a une bonne tenue, parce qu'en fait, on va faire toute la partie impact du fluide sur Fluent, puis se servir des données récupérées pour les basculer sur Mechanical, par exemple, qui est le logiciel de calcul structure d'ANSYS, pour récupérer du coup les efforts, enfin la résultante des efforts sur le matériau et vérifier les contraintes qu'on obtiendrait dessus, voir si jamais on peut tenir. Un autre cas qui est à voir aussi avec Fluent et ANSYS, donc les deux dans la même utilisation, c'est qu'un des avantages pour les enjeux environnementaux qu'on va avoir, c'est que parfois il faut avoir on va avoir besoin d'avoir des résultats assez rapides et en dépensant le moins possible de matières premières. Au niveau des enjeux, on sait qu'on a des solutions à trouver vite, mais on sait aussi que faire plusieurs essais, en voulant aller vite, on risque de faire plusieurs maquettes, plusieurs essais qui ne seront pas forcément fructueux et qui vont conduire à une utilisation de ressources temps et de ressources en matières premières. L'objectif d'ANSYS avec Fluent, ça va être de pouvoir proposer des études paramétriques, que ce soit en paramétrant la géométrie ou même en paramétrant la mise en données directement sur le solver qui va résoudre la physique que nous souhaitons simuler. Pour ce faire, on va pouvoir aussi définir des paramètres de sortie. Et le but de ce plan d'expérience, ça va être du coup de récupérer une seule donnée de sortie par rapport à une multitude de combinaisons de données d'entrée. Pour vous illustrer ça un peu mieux que simplement par de capture d'écran sur l'interface du logiciel sur Workbench, je me suis servi du chauffe-eau solaire dont la capture était présentée dans les slides précédentes, où est-ce que j'ai été paramétrer la géométrie et j'ai été aussi paramétrer la mise en données. Donc sur la géométrie, là pour faire assez simple, j'ai paramétré la position de la vitre. Donc on pourrait étudier sur notre modèle, voilà, est-ce que la position de la vitre aura un impact sur la température de sortie. Ça peut être un objectif. On pourrait aussi choisir de faire varier le diamètre du tuyau pour voir si on va avoir un impact. Et à chaque fois en fait qu'on va venir paramétrer sur la géométrie,
On va venir retrouver ce paramètre sur Workbench. Donc on le retrouvera dans la partie ensemble de paramètres et on va le retrouver, ici on voit déjà que j'ai d'autres paramètres qui sont indiqués à côté et que j'ai déjà mon paramètre de sortie puisque j'ai paramétré, en avance déjà tout, l'ensemble des données et on va retrouver tous nos ensembles de paramètres. Donc on peut vraiment paramétrer sur plusieurs options. On n'est pas obligé de mettre un seul paramètre. Là sur Fluent, j'ai été créé un paramètre de sortie, donc qui me donne, la température en sortie, parce que c'est ce que je veux, récupérer comme données, c'est ce que je veux contrôler sur l'efficacité de mon chauffe-eau solaire, c'est savoir est-ce que j'ai la bonne température en sortie de mon chauffe-eau. Sachant que je peux aussi créer un autre paramètre, cette fois-ci paramètre d'entrée. Là, j'ai été le prendre sur la vitre, c'est que ici j'ai pas utilisé un chargement solaire, je suis venu utiliser un chargement, directement avec une valeur d'intensité fixe du rayonnement incident. Donc j'aurais pu très bien utiliser le chargement solaire, mais là, je peux peut-être essayer, en exemple, me dire: «Pour quel rayonnement mon chauffe-eau fonctionnera-t-il, correctement et me donnera la bonne valeur de température?» Donc ça peut être fonctionner à l'envers sur la recherche. Là, ici, c'est plus un cas d'exemple pour montrer, toutes les possibilités qu'il y a sur le fait de paramétrer. On peut paramétrer sur les conditions limites, on peut paramétrer en sortie, paramétrer via des expressions qu'on va donner. Quand on a fait toute la mise en données, donc toujours s'assurer du premier modèle, celui qui est tout en haut, de bien l'avoir recalé. Donc là, c'est quand même important d'avoir au moins un premier modèle, donc il y a quand même une expérience à faire de relever des données pour pouvoir caler ce modèle et se dire, voilà, de ce modèle-là, je peux aboutir à des résultats qui concordent avec la réalité et on va aller voir ce qui se passe quand on modifie. Une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer soit la suite, tous les calculs. Donc ça, l'avantage, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, ça vous demande plus de temps à passer devant. Ça vous permet de juste lancer le calcul et ensuite de pouvoir faire vos comparaisons avec les diagrammes. Par contre, il faut penser, il y a des choses à penser, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a lancé les calculs qu'on n'aura que les paramètres de sortie. Si jamais on a été coché, par exemple, les cases, ça nous permet de garder les résultats et donc tout résultat peut être gardé pour être post-traité. Donc, on n'est pas non plus sur une boîte noire où est-ce qu'on aurait lancé tous les calculs et puis on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. On peut revenir toujours définir comme cas courant n'importe lequel des cas qu'on aura défini comme à conserver. Et donc, on pourrait même décider de conserver tous les cas pour pouvoir avoir la main sur tous les post-traitements, si jamais on voulait vérifier en détail ce qui se passe pour chacun des cas que nous avons mis en test. Donc ça, c'est plutôt voilà, la partie étude paramétrique qui a pour avantage sur les enjeux qu'on a de pouvoir essayer d'accélérer les choses parce que du coup, on peut dire faire des erreurs plus vite, mais qui vont être moins coûteuses en termes de matières premières. C'est-à-dire que faire une erreur sur la simulation nous coûtera moins cher en termes de matériaux et d'énergie que de faire plusieurs erreurs en faisant des maquettes. Donc, se permet d'avoir plus d'erreurs pour apprendre un peu plus vite de ce qu'on est en train de faire. Un aspect qui me paraisse aussi fondamental d'aborder sur les aspects des enjeux, c'est qu'on entend encore plus d'actualité les enjeux sur l'eau, mais on peut avoir aussi on a un besoin quasiment systématique d'avoir un peu de multiphasique dans nos calculs, parce que en fait, on a rarement des écoulements où est-ce qu'on est, mis à part sur l'aérodynamique, où est-ce qu'on est entièrement englobé avec de l'air. On a souvent de l'air, un peu d'eau, on va avoir des petites particules à prendre en compte, et ça, ce sont des options multiphasiques que va pouvoir proposer Fluent. Fluent va pouvoir vous proposer ces options multiphasiques sur, on va dire déjà, une première forme sur 2 milieux continus. Donc dans ce cas-là, on va utiliser les modèles qui sont présentés ici, donc des modèles dits VOF, mixture, des modèles eulériens, donc à savoir soit des modèles qui sont homogènes ou non homogènes. Et parmi tous ces modèles, vous n'êtes pas vraiment limité en nombre de phases. Vous serez limité surtout par les capacités, on va dire, de vos machines, mais il n'y aura pas de limite, on va dire, sur simplement 2 phases parce que c'est un modèle biphasique. On peut toujours augmenter le nombre de phases, toujours par contre en gardant en tête que le logiciel permet plusieurs combinaisons possibles, mais c'est toujours à nous de venir préciser est-ce que nous voulons utiliser telle tension de surface, tel coefficient au niveau de la miscibilité. Toutes ces choses-là sont paramétrables.
Quand c'est donné, donc ça, c'est plutôt quand vous avez des milieux qui sont, va être plutôt dit continus ou miscibles, mais vous pouvez aussi avoir des cas où est-ce que, comme pour le cas d'eau qui va s'écouler le long d'une gouttière, donc si on voulait voir ce qui se passe en plus de la partie, hydroélectrique que pourraient générer les barrages, voir si les barrages vont résister, on pourrait aussi avoir, l'écoulement sur une surface, sur une toiture, faire des essais, voir si jamais on n'a pas une infiltration qui pourrait arriver quelque part ou vérifier, un système de récupération d'eau. Dans ce cas-là, il faudrait prendre en compte un système multiphasique, mais avec des gouttes à l'intérieur. Et dans ce cas-là, on aura un modèle qui va commencer à se rapprocher de ce que pourrait faire un peu un modèle dit, DPM, donc c'est, Discrete Phase Modeling, qui là, ici, je l'utiliserai illustré par, des sports parce que ça peut aussi servir, au niveau de nos enjeux environnementaux, par exemple pour, la répartition, des sports ou même, une répartition des polluants, donc pouvoir essayer de mieux comprendre l'environnement qu'on va avoir autour et mieux comprendre comment les polluants se déplacent ou, voir comment nous transportons, certaines matières dans l'eau, où est-ce qu'elles se retrouvent. Ça, c'est des choses qui peuvent être modélisées. Toujours par contre dans une limite, c'est que sur les modèles DPM, on reste sur des particules inférieures, à 10, donc c'est au niveau de la concentration. Si vous êtes au-delà, il faut commencer à considérer un peu un écoulement type comme du sable, c'est-à-dire qu'on va considérer que le sable est un fluide avec, certaines conditions de viscosité. Donc choses qui sont tout à fait faisables. Ce qui en fait, on n'a pas vraiment de limite, simplement ce sont des hypothèses à prendre par rapport à ce qu'on fait. Mais Fluent vous permet d'explorer en fait quasiment la plupart des options disponibles sur les calculs, en mécanique des fluides, simplement faire attention aux hypothèses qui sont à poser. Donc, pour montrer un peu ce que pourrait donner un calcul multiphasique sous Fluent, une animation, assez rapide d'un écoulement. Donc là, on a le cas d'un réservoir qui se vide et donc on voit bien qu'on a, sur la fin, un une partie qui est un peu plus en goutte, simplement parce que les interfaces sont plus courtes. Mais on a cette possibilité du coup de simuler, une vidange de réservoir, sur le logiciel, aussi bien que des surfaces libres si jamais vous voulez faire des calculs, admettons de récupération d'énergie marémotrice, c'est tout à fait possible. Toujours, plus on va aller sur des, choses qui nécessitent plus d'hypothèses, plus on va complexifier un modèle. L'avantage de Fluent, c'est qu'il vous permet d'aller aussi loin, ça demande juste un peu plus de temps de prise en main. Mais pour ça, il y a des possibilités de suivre, des formations et vous pouvez retrouver nous on s'efforce, chez ADDL d'essayer de proposer quelques vidéos simples, de tutos qui sont mises en ligne pour justement aider sur, la prise en main de ce logiciel. Mais Fluent, elle va aussi être en plus de ça, aidée par on va dire tout un ensemble autour de lui. C'est-à-dire que c'est un logiciel certes qui fonctionne seul, mais qui, pour les cas un peu plus spécifiques, peut bénéficier du développement de logiciels tierces à côté. Donc pour le cas des batteries, c'est le seul cas où est-ce que c'est lui-même qui le fait. Il a un module directement à l'intérieur qui vous permet d'aller faire des calculs directement de batterie, donc vérifier les conditions d'échauffement, de pression, de circulation légère d'électricité directement sur les batteries. On a aussi des possibilités qui sont données grâce à, Shemkins. Donc là, c'est plutôt pour des personnes qui voudraient faire un peu, d'interaction entre des différents, réactifs pour voir les résultats. Parfois, c'est intéressant de voir est-ce qu'on est bien mélangé. Donc on peut avoir des cas de combustion, donc pour essayer d'améliorer, tout ce qui va être, combustion dans les moteurs déjà existants ou, dans de futurs moteurs en devenir. Mais on pourrait avoir aussi, des combustions comme l'hydrogène qui peuvent être utiles sur, de nouvelles mobilités. On peut avoir sur de la création d'hydrogène aussi, savoir, est-ce qu'on met bien en présence, les 2 réactifs dans la bonne quantité? Est-ce qu'on ne se retrouve pas avec, un réactif qu'on ne devrait pas voir là qui pourrait causer des risques? Ça permet de faire beaucoup, de préventifs sur, ce qu'on pourrait avoir, en fonction des hypothèses qu'on va donner. Et on va avoir aussi, un logiciel qui est arrivé plus récemment dans la gamme, d'Ansys, donc Rocky DEM, qui est un logiciel qui lui peut fonctionner seul, mais peut avec Fluent par exemple, venir aider, sur les effets de l'air sur certains produits. Donc par exemple sur des lignes de tri, est-ce que vous installez une souffleuse pour chasser des petits débris? Rocky DEM vous fait la simulation des convoyeurs qui vont déplacer les grosses particules et Fluent
vous permettra, vous, de voir s'il n'y a pas une possibilité avec un système de soufflerie d'améliorer la séparation. C'est un exemple donné comme ça, c'est une possibilité qui sont données. Des exemples qu'ils vont avoir, ça va être sur des systèmes de séchage qu'on va avoir aussi dans des grands tambours. Donc toujours dans l'objectif, c'est pas forcément que l'objet, à chaque fois quand on va parler de Fluent sur les enjeux écologiques, c'est pas que l'objet en lui-même est écologique quand il va être développé. On a bien conscience que sur pas mal de choses, il y a des objets qui ne sont pas à vocation écologique, mais ce qu'on peut faire à l'échelle avec la simulation, c'est de limiter la dépense énergétique au moment de la conception et de faire en sorte de diminuer sa dépense ou d'améliorer les performances en utilisant le moins de ressources possible. La seule chose à garder en tête, en fait, au final, avec Fluent, c'est la multitude de possibilités qui sont offertes par le logiciel et le fait que vous n'êtes quasiment pas bloqué parce que, admettons que vous fassiez même face à des formules qui ne soient pas présentes dans le logiciel, on a aussi les possibilités d'utiliser des UDF, donc des User Defined Function, qui vont permettre d'aller modifier un peu certaines formules dans le logiciel ANSYS. Et je donne juste l'information, comme ça forcément aller plus en détail du fonctionnement, mais on a aussi PyAnsys, donc l'utilisation de Python pour essayer de développer des petits modules à côté, pour essayer d'améliorer le logiciel plus dans votre domaine précis. Même si Fluent reste un logiciel à destination, on va dire, à des démarches plutôt industrielles, euh, on a la possibilité de le spécialiser dans son domaine. Toujours garder en tête là, on est assez large, ça permet à ce logiciel de toucher tous les secteurs et que quasiment tous les secteurs peuvent être concernés par l'utilisation d'un logiciel de simulation pour accélérer les recherches et essayer d'améliorer leur process, que ce soit dans l'enjeu environnemental aussi ou simplement pour un besoin de gain de temps. Alors, on a une première question. Comment est pris en compte la convection dans le logiciel? Alors, pour la prise en compte de convection, alors je vais juste mentionner très rapidement, si jamais on doit prendre en compte la convection, on va avoir déjà deux cas différenciés. Est-ce qu'on va avoir le cas de convection forcée? Donc dans ce cas-là, on n'aura pas grand-chose à changer, mis à part le fait d'activer les équations d'énergie et de faire attention que nos conditions qu'on a mis en paroi soient bien des conditions soit thermiques. Et si on a choisi, nous, d'imposer le coefficient d'échange, de s'assurer que le coefficient d'échange qu'on a mis est le bon. Sinon, on peut laisser le logiciel faire son calcul en fonction de si on a indiqué un flux, une température. Dans ce cas-là, c'est lui qui se débrouillera pour les coefficients d'échange. Si on veut les imposer, dans ce cas-là, toujours, ce sera à nous de faire attention. Maintenant, si la question porte plus sur ce qui va être de la convection naturelle, dans ce cas-là, on aura en plus des équations de l'énergie à activer, aller activer la gravité et d'aller dans les données matériaux. Donc, ce qui me permet aussi de parler rapidement sur le fait que les matériaux utilisés sur Fluent, on a une petite base de données qui est présente, qui permet d'avoir déjà quelques matériaux à l'intérieur, mais on va avoir aussi la possibilité d'éditer notre propre base de données matériaux, créer nos matériaux et venir préciser nos modèles à l'intérieur. Donc, par exemple, pour les variations de densité, soit utiliser des modèles déjà présents, les modèles, on va dire, plus connus, les modèles de gaz parfait, ou alors laisser des modèles où est-ce qu'on va pas avoir de variation pour un modèle incompressible. Mais on peut venir implémenter nos propres modèles, nos propres courbes, donc que ce soit un fluide composé de différents matériaux, mais qu'on ne veut pas tous les simuler, mais le considérer comme un seul. Nous, on a les conditions. Nous, en tant qu'utilisateur, on va avoir les propriétés du fluide, on va pouvoir les indiquer à l'intérieur pour s'en servir. Et on a aussi la possibilité maintenant, il y a une base de données qui commence à se remplir sur un logiciel qui est aussi affilié à ANSYS, qui est Grand A, donc ce qu'on pourrait venir fouiller à l'intérieur. Ça, c'est une option supplémentaire, encore une fois, à ajouter avec Fluent, qui fait un peu la force d'ANSYS pour l'utilisation. Merci bien, nous avons une deuxième question. Donc je la lis à haute voix, je pense que tu la vois, Gildas, mais pour toute l'audience. Donc la méthode DPM est-elle adaptée pour la simulation du givrage, exemple aéronautique, accrétion? Il était question de la viabilité de la simulation s'il y a moins de 10% de particules dans le fluide. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît? Alors, pour ce qui est du givrage, ce ne sera pas les modèles DPM vers lesquels je vais envoyer.
On a des options qui sont existantes, donc j'ai pas présenté ici, mais quelque chose qui s'appelle Fluent Icing, donc qui sera accessible en fonction des niveaux de licence que vous avez, qui est quelque chose, encore une fois, qui est intégré à Fluent et qui, là, pour le coup, est dédié spécifiquement justement au givrage. Bah, plus précisément pour les givrages en vol, donc pour un avion où est-ce qu'on a formation de givre, est vraiment dédié pour. Donc dans ce cas-là, on en verra plus vers Fluent Icing plus que sur les simulations juste DPM qui sont sur le système standard. Et par rapport aux concentrations, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour les modèles qu'on utilise, on va mettre cette limite qui se trouve à peu près, souvent, on va dire donc inférieure du coup à 10, simplement parce qu'au-delà, on va avoir un souci de concentration trop importante pour être considéré comme un milieu, on va dire discontinu et être continué avec du suivi lagrangien et le logiciel va arriver dans ses limites. Donc vous obtiendrez des résultats de simulation mais qui, en fonction des hypothèses, seront pas forcément, recevables, simplement aussi parce que le logiciel va avoir du mal, à prendre en compte les interactions, particules-particules qui seront là, cette fois-ci, une obligation à prendre en compte. Parce qu'il y a aussi, en notion de suivi particules, c'est que vous pouvez très bien faire du suivi particules sans impact sur le fluide, donc en one way, simple, mais on peut monter jusqu'au four-way coupling où est-ce que là, on va avoir, particules sur fluide, fluide sur particules et particules entre elles. Et on a cette limite qui est imposée sur le développement logiciel, parce qu'ils savent qu'au-delà, on a des résultats qui peuvent tendre sur des résultats qui vont s'afficher, certes, mais avec quelques incohérences. Donc dans ce cas-là, on va diriger vers d'autres logiciels. Et si la forte concentration est plutôt liée à des particules qui sont de trop grosse taille, dans ce cas-là, on enverra plutôt sur des modèles macro. Parce qu'en fait, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une particule plus grosse que le maillage, enfin que la plus petite des mailles. Et donc, quand celle-ci se retrouve dans le maillage, en fait, on va se retrouver avec un volume capté, vu que c'est le centre de la particule qu'on suit qui est pris en compte. Le logiciel va dire que dans un volume de contrôle, il aura plus de matière que ce qu'il peut en contenir. Donc on arrive aussi à ce genre de souci. Et dans ce cas-là, on va chercher plutôt à utiliser des modèles macro qui sont existants, alors sur Fluent aussi, mais parfois seulement en option bêta. Donc ce sont des options qui ne sont pas activées par défaut. Et on ne pourra simuler que des sphères. Et si vous voulez simuler autre chose que des sphères, c'est pour ça que je parlais un tout petit peu de requis de VM sur la fin. C'est parce que dans ce cas-là, il faudra viser certainement un couplage avec un autre logiciel qui, lui, fait de la simulation de grosses particules de formes diverses et variées, et de se servir pour les effets fluides sur ces particules ou l'effet des particules sur le fluide, ensuite de Fluent sur le calcul. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, bah on vous remercie de votre présence et puis à très bientôt.